Mardi 22 janvier, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Après la tenue du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali, le président Alassane Dramane Ouattara vient de dépêcher une importante mission dans notre pays avec à sa tête le ministre ivoirien des Affaires étrangères. La mission est allée encourager les troupes africaines engagées dans la lutte contre le terrorisme. Reportage Tiemogo Sagara. Cette visite fait suite à la réunion de la CEDEAO qui vient de se tenir à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle vise à encourager, féliciter et soutenir les troupes de la CEDEAO venues aider notre pays dans la guerre contre les terroristes. Sitôt arrivée, la délégation a rendu visite d'abord aux troupes basées à l'aéroport, puis celles de la base 101 de Bamako-Sénou. Ici, 160 Nigérians sont très déterminés et fin prêts pour la mission de reconquête du Mali. Même son de cloche pour les 500 Béninois et Togolais basés à l'école de la gendarmerie. Les autorités togolaises, à leur tête, le président de la République, n'ont ménagé aucun effort pour mettre à disposition ce contingent de 500 hommes pour le bataillon, 150 hommes pour la FPU, 81 éléments pour l'hôpital niveau 2 et 8 officiers d'état-major au profit de l'AMISMA. Nous avons aussi sur ce site un détachement de 50 militaires de la République sœur du Bénin. Nous sommes venus apporter notre soutien et notre appui aux troupes en déploiement actuellement à Bamako et préciser que ce déploiement doit se boucler dans les meilleurs délais. La délégation de la CEDEAO s'est rendue ensuite à l'école de la police nationale où sont cantonnés les militaires sénégalais. Partout, le consigne de la CEDEAO est strict. Soyez fermes, sans pitié et avec beaucoup de courage, car vous êtes la fierté de la CEDEAO et l'espoir d'un peuple meurtri, dixit le ministre ivoirien Dibi Kofi. À l'école de la paix, Kadri Désiré Ouédraogo et la délégation qui l'accompagne ont rencontré le commandement militaire. Je dois vous dire que nous sommes très satisfaits et très fiers de ce que nous avons pu constater ce matin. Bien sûr, nous avons noté tout ce qui leur est nécessaire pour réussir leur mission et ensemble, nous travaillerons avec eux pour qu'ils disposent des moyens dont ils ont besoin. Auparavant, la délégation a inauguré la représentation spéciale de la commission de la CEDEAO au Mali, un bâtiment à 2 niveaux, 6 à Badlabougou. Au chevet des blessés de guerre à Kati, à l'hôpital Gabriel Touré et au centre universitaire d'odontostomatologie. Des messages de compassion et d'encouragement de tout le peuple malien ont été apportés par les députés. Reportage Adama Djimde. En se rendant à la polyclinique du camp militaire de Kati, les députés de l'Assemblée nationale étaient venus apporter le message de compassion de la nation aux blessés de guerre. Ici, 31 blessés évacués sont répartis dans 5 salles. Ces derniers souffrent pour divers motifs. 90% sont des blessés par balle. Par balle et certains par contusion, c'est-à-dire ils ont chuté, ils ont eu des fractures. Mais 90% des blessés, c'est par balle. S'il y a des cas qui doivent même être évacués sur l'étranger, nous prendrons la mesure pour le faire. Après avoir souhaité prompt rétablissement aux malades, les députés y ont fait une contribution de 500 000 francs. Au niveau de Gabriel Touré, un dispositif appelé PC opérationnel fonctionne 24 heures sur 24 a été mis en place. Objectif, diligenter la prise en charge des blessés qui viennent du front. De ces compétences humaines, nous avons mobilisé les médicaments qui sont aussi à côté de dans le service d'accueil des urgences. Nous avons aussi mobilisé le laboratoire parce que ces patients vont certainement bénéficier d'examens complémentaires. Nous avons mobilisé aussi la radiographie pour pouvoir écouter tant que faire se peut le délai de prise en charge de ces patients. Donc vous voyez, c'est tout un paquet qui est organisé autour de ces blessés de guerre, paquet humain, paquet au niveau du laboratoire, paquet au niveau de la radiographie et paquet organisationnel qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ces patients sont pris au temps T égale à 0. Donc nous apprécions à sa juste valeur toutes les mesures qui ont été prises par nos médecins que nous félicitons pour les résultats déjà obtenus par rapport à ces malades. Nous avons regardé qu'aucun de ces malades n'est en danger et pour aussi les mécanismes qu'ils ont mis en place pour recevoir le plus rapidement possible les blessés. Le centre hospitalier universitaire Odonto fut la dernière étape avec ces 3 blessés à recevoir la visite des parlementaires.
En 4e région, comme vous le savez déjà, les forces maliennes et françaises ont repris hier le contrôle de la ville de Djabali. Pour ce faire, l'armée malienne n'a pas lésiné sur les moyens. Des chars, des camions, des pick-up, des blindés et des avions étaient entrés en action. Et c'est avec enthousiasme que les militaires français et maliens ont été accueillis par les habitants de Djabali. Nos correspondants, Dougoufana Traoré et Karamogo Traoré, étaient sur place. Voici leur reportage. Le calme, la sérénité et la quiétude sont revenus à Djabali. La vie reprend son cours normal après le séjour des djihadistes dans cette ville. Le commerce, les activités de la berge, les travaux champêtres, bref, c'est le soulagement que l'on lit sur les visages, même si l'école et l'administration restent encore fermées à Djabali. Tous les points stratégiques de la ville sont tenus aujourd'hui par les militaires maliens et français. Leur arrivée a d'ailleurs été saluée par des applaudissements, des cris de joie et l'érection des drapeaux maliens et français ça et là dans la ville. Ma joie est immense. Ma commune vraiment est très contente vraiment de l'arrivée de notre troupe, l'armée malienne et l'armée française dans ma commune. Donc nous remercions beaucoup le gouvernement malien et le gouvernement français vraiment du soutien moral et surtout matériel en ce qui était notre inquiétude avec les islamistes. Ce que je peux dire à nos collègues transporteurs, c'est la vigilance. La vigilance. Si on a soupçonné quelqu'un qu'on ne connaît pas, il faut qu'on signale à notre autorité. Je ne peux que saluer la population de Djabali, la réaction de la population de Djabali. Parce que les islamistes n'ont pas pu pénétrer la population, parce que la population les a rejetés. Quand ils viennent dans une famille, la famille sort, les laisser dans la famille, ils sortent avec la population. Donc ils ne veulent pas être seuls, parce qu'ils ont peur des frappes. Population de Djabali et environ, attention, les assaillants dans leur fuite ont abandonné plusieurs effets, objets, matériel militaire, cadavres piégés, des centaines de caisses de munitions, des fusils d'assaut, des explosifs, des véhicules en bon état ou véhicules calcinés mais piégés. Djabali, pour nous, la pointe d'effort, c'est d'aider nos camarades maliens à bien sécuriser cette ville, à sécuriser les habitants aussi, puisqu'il y a beaucoup de munitions non explosées dans la ville. Donc on va apporter notre expertise pour savoir comment gérer ce problème des munitions qui traînent un peu partout. À un moment donné, pour éviter que la population soit massacrée, on a abandonné et on est revenu actuellement à Djabali. Comment avez-vous trouvé la population de Djabali, les habitants de Djabali? Non, très contents, très satisfaits et très fiers de leur armée. Ce que j'ai à dire à la population, c'est vraiment la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour la reconquête de Djabali. Parce que sans elle, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que les informations qu'elle donnait, elles étaient très fiables, très sûres. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là à Djabali, une partie du Mali. Pour aller ou sortir de Djabali, des mesures de sécurité ont été renforcées en vue d'éviter toute infiltration d'éventuels djihadistes. Autre ville libérée et sécurisée, c'est bien celle de Konna qui est désormais sous contrôle de l'armée malienne. Un grand ouf de soulagement du côté des populations. Nos envoyés spéciaux qui ont pu rentrer à Konna en compagnie du commandant des opérations militaires Didier Dakou, pour qui la bataille de Konna est le début de la libération totale de notre territoire. Aliou Touré et Moussa Henri Maïga, des enfants en liesse, suivez. On est à Konna. Ah bon? Konna a été libéré? Oui. Entre liesses populaires, témoignages divers concordants, voilà Konna de la liberté retrouvée. Manifesté au cœur de la ville à travers l'artère principale qui nous accueille, où la vie reprend avec confiance son cours normal, avec beaucoup de soulagement. Là, nous sommes au débarcadère de Konna, outil de production par excellence de la commune, bombardé par les terroristes, où chacun peut apprécier la dimension des actes de barbarie, de furie et de folie destructrice des terroristes dans leur puissance de feu destinée à notre pays depuis Konna. Rien à dire. Mais, après un combat gagné de haute lutte par l'armée malienne soutenue par l'armée française, un combat de la libération nationale de notre pays dont l'honneur du Mali est le prix. Oui, je confirme que au moment où nous sommes, nos troupes tiennent Konna. Et ce depuis le jeudi dernier, depuis le jeudi 17 janvier, et à l'issue de 2 jours d'offensive sévarée sur Konna. Au premier jour, il y a eu des combats avant d'arriver à Konna, dans une quinzaine de kilomètres de Konna. Mais le deuxième jour, nous n'avons rencontré aucune résistance sur la route et nos forces sont rentrées à Konna sans aucun problème. Il y a eu des combats très âpres au cours desquels nous avons perdu des hommes et des véhicules, du matériel. Et également,
l'ennemi aussi en a perdu suffisamment. Aux informations que nous avons reçues après, nous nous sommes rendus compte que les pertes n'étaient pas d'un seul côté. Pour ce conseil municipal et adjoint au maire de Konna que nous avons rencontré, qui confirme et savoure la libération de sa ville, Konna reste une ville blessée, respirante mais debout, qui salue avec déférence et respect l'armée malienne. Reconnaissance à la France. Je confirme que Konna a été libéré par l'armée malienne. Et depuis le jeudi, que Konna a été libéré par l'armée malienne, on se sent en sécurité. Vraiment, la ville commence à revenir et revivre à la fois. Maintenant, l'appel qu'on a lancé aux autorités les plus compétentes, c'est de voir un peu la ville est coincée. Presque les étalages ont ouvert, mais il nous manque certaines nécessités vivrières et la route de Mopti est fermée. Si toutefois on pouvait un peu libérer la route pour qu'on puisse quand même se ravitailler sur le marché de Mopti. Malgré le succès militaire de Konna et la déroute de l'ennemi suite à ce spectacle de désolation initié par les terroristes, fait de feu et de sang, de pertes en vies humaines, de destruction de matériel et de biens à Konna, pour le chef du commandement des opérations militaires, la bataille de Konna n'est pas pour l'armée malienne une victoire, mais le début de la victoire pour la reconquête totale du territoire malien qui s'amorce à travers un rouleau compresseur déjà en marche. Les membres du comité des jeunes pour le suivi de la crise au nord du Mali étaient face à la presse. Ils demandent à tous les Maliens d'avoir une pensée profonde pour les populations du nord qui sont aujourd'hui véritablement coupées du reste du pays avec la situation qui prévaut. Le président du comité, Darhaman Aboudjé, est au micro de Adama Koulibaly. En organisant cette conférence de presse, nous voulons sensibiliser les jeunes à participer à l'effort de guerre en apportant leur contribution, que ce soit matériel, financier ou moral. Aujourd'hui, l'armée a besoin de ça et ses partenaires ont besoin de ça. Donc c'est pourquoi on a organisé cette conférence de presse pour faire un appel aux jeunes, aux enfants, même les enfants, et pour qu'ils participent à cet effort de guerre. On a mené beaucoup d'activités, on a mené des sittings, des conférences de presse, des marches, concrètement par rapport même à la rentrée scolaire. On a mené beaucoup d'activités parce qu'on a apporté une grande contribution en faisant aussi beaucoup de cours d'attrapage aux élèves qui ont quitté le Nord. Le processus électoral à son étape actuelle est irréversible, telle est la conviction du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Il l'a dit hier lors de la tenue du premier comité de pilotage 2013 du projet d'appui au processus électoral PAPEM. Les partenaires techniques et financiers du Mali, eux, disent attendre la feuille de route du gouvernement pour se manifester. Le budget des élections est estimé à plus de 20 milliards de francs CFA. Le compte-rendu, c'est avec Moïse Traoré. Au système des Nations Unies, on estime que les opérations de reconquête du Nord doivent rappeler que les préparatifs des élections se poursuivent résolument pour mettre un terme à la transition. Le premier comité de pilotage 2013 du projet d'appui au processus électoral au Mali, PAPEM, regroupe les partenaires techniques et financiers pour débattre autour de l'état d'avancement du processus électoral et de la NAM, la mission d'évaluation des besoins. Toutefois, un certain nombre de mesures devraient être prises pour enclencher une mobilisation plus vigoureuse pour déclencher ce que j'appelle une vraie mobilisation de ressources. Et parmi ces mesures, vous savez certainement qu'il y a la question de la feuille de route de la transition que les partenaires au développement, dans leur grande majorité, souhaitent recevoir. Et nous souhaitons vraiment que le gouvernement mette tout en œuvre pour que cette feuille de route tant attendue soit adoptée. Le PAPEM est un projet de 2 ans, dont la clôture est programmée pour 2014. Ces activités de mobilisation sont évaluées à plus de 3 milliards. Quant aux élections 2013, elles pourraient coûter plus de 20 milliards. Le budget des élections de cette année sera relativement plus cher, plus élevé que le précédent. Non seulement en raison du contexte sécuritaire, mais aussi de la nécessité et du souhait de tous les acteurs politiques et de la société civile de régler le problème d'identification de l'électeur
à travers un choix judicieux du fichier électoral. Les conclusions de la mission d'évaluation des besoins ont été transmises aux représentants permanents du Mali aux Nations Unies. Des conclusions conformes à l'esprit de la feuille de route du département à charge de l'administration territoriale. En Algérie, 3 jours après l'assaut final qui a mis fin à la prise d'otages sur le site gazier d'In Amenas, l'Algérie a donné le bilan officiel: 37 étrangers tués de 8 nationalités, 29 islamistes abattus et 3 arrêtés. Les ex-otages témoignent sur leurs conditions de détention. Des voitures criblées de balles, d'autres calcinées et tout un arsenal abandonné par les ravisseurs. Voici ce qui reste 48 heures après l'assaut final qui a mis fin à la prise d'otages d'In Amenas. À la mi-journée, l'Algérie a donné un bilan officiel: 37 étrangers tués de 8 nationalités, 29 islamistes abattus et 3 arrêtés. Selon les autorités algériennes, les preneurs d'otages venus du Nord Mali étaient originaires d'Algérie, d'Égypte, de Mauritanie, du Mali, de Tunisie et même du Canada. De retour dans leur pays, les otages qui ont échappé à la mort racontent leur calvaire, comme ce Français resté caché pendant 2 jours sous son lit, ravitaillé par ses collègues algériens. J'ai caché mon passeport, j'ai tout caché ce que je pouvais pour cacher qui j'étais, mon identité. Il y en a qui ont pris des risques énormes pour me ravitailler. Vos collègues algériens vous ont protégé, on va dire, en vous alimentant, en vous demandant de rester sous ce lit, justement? Si je suis là aujourd'hui, pour l'instant, oui. Si j'étais sorti plus tôt, j'en aurais peut-être pris une dans la tête. Des Algériens épargnés et courageux. C'est à eux qu'Alan Wright doit la vie, eux qui l'ont aidé à s'évader en lui prêtant un chapeau. Ils m'ont lancé un chapeau, je l'ai mis sur ma tête pour essayer de moins ressembler à un expatrié. Je l'ai mis comme ils le portent là-bas. Ils ont coupé le grillage et voilà. C'est là qu'on a compris. On partait vraiment, mais on ne savait pas où on allait. Visage fermé, comme anesthésiés, tous racontent l'extrême violence de l'attaque. Les otages exécutés d'une balle dans la tête, la mort frôlée, un long cauchemar, jusqu'à la fuite vers la ville la plus proche, In Amenas, une ville martyre qui mettra du temps à oublier. Sport football CAN Afrique du Sud 2013, le groupe C est entré en lice hier. Dans le duel ouest-africain, le Nigeria et le Burkina Faso ont fait match nul, 1 but partout. Même score, 1 but partout dans le premier match de la journée entre la Zambie, détentrice du trophée, et l'Éthiopie qui signe donc son retour à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 1982. Le résumé des 2 rencontres, c'est avec Koumba Nyambele. Il n'y a plus d'équipe à négliger. La preuve est cette prestation des Warriors d'Éthiopie qui viennent de tenir en échec 1-1 la Zambie, détentrice du trophée. Décidément, les Éthiopiens veulent de nouveau goûter aux joies d'une Coupe d'Afrique des Nations après 31 ans d'absence. À l'entame, les 2 équipes s'adonnent à un jeu physique avec des occasions de part et d'autre. Nous sommes à la 23e minute. L'Éthiopie obtient un pénalty qui sera arrêté par le gardien de but zambien Kennedy Mwoni. 10 minutes plus tard, les Éthiopiens seront réduits à 10. Le portier Djemal Tasso est expulsé pour jeu dangereux. Les protégés de l'entraîneur Hervé Renard profitent de cette infériorité numérique pour ouvrir le score par Collins Bessouma juste avant la pause. Réduits à 10, les Éthiopiens reprennent du poil de la bête en seconde période et obtiennent l'égalisation à la 62e minute par Adane Girma, meilleur buteur du championnat éthiopien. Aucun but ne sera plus marqué jusqu'au coup de sifflet final. Score, 1 but partout. La Zambie va défendre son trophée vendredi prochain contre le Nigeria. Quant à l'Éthiopie, vainqueur de l'édition 62, il sera face au Burkina Faso. La seconde épreuve du jour a mis aux prises le Nigeria et le Burkina Faso. Un duel ouest-africain. Absent lors de la précédente édition, les Nigérians participent pour la 17e fois de leur histoire à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, avec comme objectif remporter un 3e trophée continental après 1980 et 1994. En revanche, vaincre le signe indien. Telle est l'ambition du Burkina Faso qui n'a dépassé le premier tour depuis 1998. Voilà pourquoi il a fallu attendre la 22e minute pour que les Nigérians concrétisent la première occasion signée Emmanuel Emenike.
1-0, ce score mène à la mi-temps. De retour sur la pelouse, nous assistons à un match équilibré jusqu'à la 74e minute où le défenseur des Super Eagles, Effé Ambroise, sort pour cumul des cartons. À 10 contre 11, les Burkinabés pressent et réussissent à marquer le but égalisateur par Alain Traoré. Un but partout sera le résultat au terme de la rencontre. Après cette première journée, il reste encore beaucoup de surprises dans le groupe C. Voilà, nous arrivons à présent au grand format de ce journal des cadres des 3 départements ministériels en charge de la gestion de l'audation universelle du Mali était en conclave. La semaine dernière, la rencontre organisée avec l'appui de l'UNICEF visait à contribuer au renforcement du système de contrôle de la qualité du sel au Mali. Une initiative qui vient au moment où on constate un certain relâchement en ce qui concerne la mise à disposition du sel iodé à un plus grand nombre de Maliens. Focus Santé, une réalisation de Thiessira Emmanuel Dambélé. L'iode est un oligo-élément indispensable à la fabrication des hormones de la thyroïde extrêmement importante au stade du fœtus lors de la puberté et d'une manière générale tout au long de notre vie. Lorsque l'alimentation apporte trop peu d'iode, cela provoque ce qu'on appelle les troubles liés à une carence en iode ou TDCI. Les femmes qui ont des apports insuffisants en iode sur le plan alimentaire peuvent donner naissance, peuvent faire des avortements spontanés. Elles peuvent donner naissance à des enfants de petit poids de naissance. Elles peuvent aussi vraiment faire des morts-nés. Au niveau scolaire, l'insuffisance d'iode entraîne vraiment une baisse du quotient intellectuel et ça entraîne des échecs scolaires. Or, vraiment, l'échec scolaire, la baisse du quotient intellectuel est irréversible. Mais la manifestation la plus spectaculaire des carences en iode, c'est le goitre. Une enquête de 2011 a révélé que la disponibilité en iode dans les ménages a régressé au Mali malgré les mesures prises. La région de Kayes, celle du Nord, présente les plus faibles proportions de ménages disposant de sel iodé. C'est pourquoi l'État et ses partenaires cherchent aujourd'hui à renforcer le système de contrôle de qualité du sel au Mali. Le point de départ est la mesure sur l'iodation universelle du sel au Mali. Cette législation a été mise en place et qui rend obligatoire depuis l'importation, depuis la production, l'importation, la dissémination, la vente du sel. Dans tout ce circuit, il est obligatoire que le sel soit iodé. Dans la mise en œuvre de cette mesure, 3 ministères doivent veiller. Le ministère de la Santé, celui en charge de la qualité ainsi que celui de l'économie et des finances. Et on a un test rapide à faire par rapport à ça. Et c'est cela qui nous permettra de procéder aux procédures de dédouanement. Sans les tests rapides, on ne peut pas connaître s'il y a de l'iode dans le sel ou pas. La douane en tant que telle, seule, ne peut pas faire ce travail. Il faut y associer notre service spécialisé, les services d'hygiène ou les services de la santé. 4 jours de conclave qui ont abouti à des recommandations qui vont faire bouger les choses en ce qui concerne le contrôle à l'importation, le contrôle sur le marché et le suivi des troubles liés aux carences en iode dans les structures de santé. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité 20h avec Aoui Touré. D'ici là, soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire, c'est pour très bientôt. Qu'Allah protège le Mali. Au revoir.